Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire ce soir, en bref et en 4 points, Hélène Cixous, le témoignage d'une écrivaine de combat. Europe, on double le budget d'Erasmus. Sarlat, la capitale bien connue du foie gras, doit baptiser en catastrophe des centaines de rues. Et enfin, féminisme, 50 ans après mai 68, la libération des femmes est-elle achevée? Ce sera l'objet de notre débat. Jacob ! 50 ans après ces slogans, le combat féministe continue de secouer le cocotier phallique avec le mouvement MeToo, entre autres. Les revendications des femmes ont-elles vraiment été toutes satisfaites depuis les luttes du MLF? Les promesses de libération sexuelle se sont-elles retournées parfois en marchandisation des corps? Les inégalités salariales mériteraient-elles une lutte finale? On en débattra, mais avant cela, nous recevrons une légende. Hélène Cixous, écrivaine, essayiste, cofondatrice de l'Université expérimentale de Vincennes. Paris 8. Enfin, messieurs Maudieu et Saltiel seront avec nous à la fin de l'émission. Bonsoir les chérubins, quel est le programme? Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Eh bien, la Commission européenne envisage de doubler le budget du programme Erasmus. Vous savez, ce programme qui permet aux étudiants de voyager dans toute l'Europe. Moi, je vais vous parler d'un autre moment où les étudiants voyageaient aussi énormément au 16e, 19e siècle. Ils faisaient le grand tour. Tout un programme. C'est ça. Et vous? Nous partirons en Dordogne, dans la ville de Sarlat, où ses habitants sont confrontés à un grand défi, devoir nommer 200 rues. Jusqu'ici resté anonyme, alors toutes les idées sont bonnes à prendre. Épatant, Nadia Dame, bonsoir Nadia, Benjamin Sportouche du grand jury, enfin de RTL, qui animait le grand jury RTL Le Figaro tous les dimanches. Exactement. Voilà, vous êtes mes deux complices ce soir. Hélène Cixous, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Hélène Cixous, une question en préambule, avant qu'on évoque 68 et puis toutes les luttes qui ont suivi, et puis Vincennes, etc. Est-ce que vous êtes surprise par l'importance médiatique, et pas seulement, je crois, affective aussi, 50 ans après 68, des commémorations? Enfin, ce ne sont pas des commémorations, mais de l'évocation de mai 68. Je ne peux pas dire que je sois surprise. J'en suis même peut-être un petit peu contente parce qu'on nous a tellement annoncé que 68 était mort. C'est la question qui m'a poursuivie pendant des décennies. Alors c'est fini, c'est terminé, c'est mort. Que j'ai fini par penser que tout le monde le pensait. Puis je m'aperçois que c'était simplement un mouvement de refoulement parce que visiblement tout le monde pense à 68. Plus que jamais. C'est absolument ineffaçable. Oui, et il y a une sorte de résurrection qui a ses raisons d'être, qui a des raisons morales, politiques. Je sais que vous avez envie d'en parler des raisons d'être, mais on va en parler tout à l'heure, après votre portrait, que voici, votre empreinte digitale réalisée par Marc-Antoine de Porrette. Regardez, Hélène Cixous. En tapant Hélène Cixous sur Internet, on vous découvre depuis toujours avec les cheveux courts. Et l'on apprend que vous êtes né ici, à Oran, en Algérie. Vous savez dès le plus jeune âge que vous quitterez ce pays et sa misère quotidienne pour le monde des livres. Vous arrivez en France en 1955, passez l'agrégation d'anglais, mais ne perdez pas de vue vos premières amours et décrochez un doctorat de lettres grâce à une thèse sur James Joyce. Votre exploration de la littérature vous entraîne vers un terrible constat. Les femmes écrivaines en sont presque absentes. Une raison de plus pour vous mettre à écrire. En 1967 paraît votre première œuvre. Je crois que c'est simplement une lecture pour tout être qui a vécu un petit peu ou qui s'interroge sur la figure, la forme que sa vie va avoir. Entre-temps, vous avez aussi rencontré un penseur, un collègue, un ami en la personne du philosophe Jacques Derrida, né comme vous en Algérie. Au moment des événements de 68, vous enseignez la littérature anglaise à la faculté de Nanterre, dirigée par Pierre Grappin. À partir de demain, vendredi 3 mai, 9h, et jusqu'à nouvel ordre, les cours et travaux pratiques de la faculté seront suspendus. Et vous voilà quelques semaines plus tard aux commandes de la future université alternative de Vincennes, un centre autogéré lancé en seulement 3 mois après mai 68 sur décision du ministre de l'Éducation nationale Edgar Faure. Il y avait de grands principes. Ces principes, c'était des principes que j'avais en moi depuis toujours, sauf que je ne pouvais pas imaginer qu'ils existeraient jamais. L'interactivité, le décloisonnement, l'interdisciplinarité, autant de nouvelles bases sur lesquelles vous voulez bâtir l'université moderne. Parmi les enseignants-chercheurs des grands noms comme Gilles Deleuze, Michel Foucault, Alain Badiou ou encore Denis Gage. Vous avez depuis écrit une 60aine d'essais, romans et pièces de théâtre, notamment mises en scène par Ariane Mouchkine, comme L'Indiade ou L'Inde de leurs rêves, Tambour sur la digue et plus récemment Une chambre en Inde. Hélène Cixous, avec Ariane Mouchkine et l'expérience du Théâtre du Soleil, avez-vous fait souffler l'esprit de mai 68 sur les planches?
C'est elle qui devrait répondre. Oui, c'est vrai. Mais enfin, donc ça me gêne beaucoup parce Bon, que... on la réinvitera. Non, mais je Elle est peux déjà dire venue, quand on même la deux réinvitera. choses. C'est qu'elle a dit très catégoriquement ces derniers temps, et je pense que c'est très juste, qu'elle n'était pas un personnage principal de 68. D'abord, elle a commencé plus tôt, en 64. Ensuite, elle était un peu de côté pendant les événements de 68. Elle était en train de constituer le Théâtre du Soleil sur le mode qui existe aujourd'hui. Et puis, c'est quand même intéressant de dire que, vu par elle, c'est très négatif, dans la mesure où elle, ce qui, à ce moment-là, la portait, c'était toujours le théâtre. Or, le théâtre en a pris vraiment beaucoup sur la tête en 68. Il y a eu des épisodes extrêmement malencontreux, pénibles, injustes, voilà, qui ont visé... Et il y avait plusieurs mondes en 68. Mais concentrons-nous quand même sur Vincennes. Oui. Sur cette aventure qui a été la vôtre de devenir très jeune, vous aviez à peine 30 ans, la cofondatrice de Vincennes, de cette université, une utopie devenue réalité d'une certaine façon. Qu'avait de particulier Vincennes, université expérimentale, ouverte à tous, c'est ça? Ouverte à tous, avec des principes qui perdurent, il faut le dire. C'est-à-dire? Et par exemple, la déhiérarchisation. Bien sûr qu'on avait mis à la porte, et c'était une des raisons pour lesquelles 68 a éclaté, le mandarinat, ce qu'on appelait le mandarinat. C'est-à-dire le monde des vieux, des archontes, qui étaient des gens qui avaient le pouvoir, donc des phallocrates, mais des phallocrates incapables de s'ouvrir à l'autre. Donc là, il y a vraiment un monde qui est ouvert à l'autre, aux étrangers, et aux étrangers dans la société. Par exemple, les gens âgés. Par exemple, Paris 8 était ouvert aux travailleurs, à ceux qui ne pouvaient pas... Mes premières étudiantes de 55 ou 60 ans, c'était merveilleux, ça n'existait pas dans l'université. L'université est ouverte très tard le soir, je crois, jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Pour les gens qui travaillaient, qui pouvaient venir après. Absolument. Ensuite, on pouvait aussi y rentrer sans le bac. Et puis, on avait éliminé cette chose qui était pour moi une plaie, parce que j'avais quand même une expérience d'étudiante et d'enseignante, c'est-à-dire les examens, qui m'ont toujours paru être comme des sortes de condamnations à mort précipitées. Alors, Et oui. justement, sur la sélection, puisqu'il y a un mouvement de contestation de la sélection, est-ce que vous y voyez une autre forme de domination ou une autre manière aussi d'exclure ou pas? De domination, je ne sais pas. Je pense que c'est tout simplement une indifférence à la réalité, à la souffrance des jeunes. Ça, on recommence à faire, c'est-à-dire à prendre des décisions qui, en fait, les tient en otage et ne leur donne pas de liberté. Au contraire, Aujourd'hui, vous dites aujourd'hui. C'est bien ça la question. C'est ça, sur aujourd'hui. Parcoursup et Oui, cette réforme. ça c'est terrible. Mais démographiquement, c'était quand même pas la même chose. Il y avait 20% d'une classe d'âge qui avait son bac en 68. Aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes chiffres, c'est 80%. Des jeunes gens qui veulent rentrer à l'université. Comment faire? C'est ça, comment faire? En tout cas, il y a une chose qui est à faire, c'est à consulter le peuple. Ce qu'on ne fait pas en ce moment. On ne fait que se comporter de manière arbitraire. Mandarinal et vertical. Absolument, absolument. C'est ça que vous allez dire. On a fait une marche arrière terrible dans ce domaine. Et si vous écoutiez les enseignants, par exemple, moi, mes deux enfants, ce sont des enseignants. Et ils sont, comme moi, du parti des étudiants, et pas du parti de l'autorité, de la décision pour l'autre. Or, ce qu'ils me décrivent, c'est quelque chose d'horrible. Mon fils me dit, par exemple, qu'il a 29 000 pages de dossiers de prétendants à un enseignement en mathématiques. 29 000 pages. Lui, un seul individu. Hein. Bon, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que, ou bien on ouvre tout dans le désordre le plus absolu, ou bien on élimine tout. Enfin, c'est le règne vraiment de l'injustice et de la violence. Alors, il y a un travail à faire pour trouver le bon système, évidemment, l'ouverture, en sachant aussi que, de toute manière, dans toutes les universités, quand on entre, on tâtonne. Là, on n'a même pas le droit de tâtonner. On décide avant même d'avoir eu l'expérience. Alors, Vincennes, oui, évidemment, ça a été une part considérable, déterminante de votre vie, d'autant que c'était avec Jacques Derrida, votre frère, votre ami. Le féminisme aussi, ou pas, d'ailleurs? Au moment Étiez-vous en 70, 71 Alors, je dois dire que 68, c'était un mouvement d'hommes, c'était un mouvement de garçons. Les gauchos, machos et phallos. D'abord, je devrais dire les jeunes, parce que ça, c'est absolument vrai. C'était un mouvement de la jeunesse, mais une jeunesse intelligente, vivante, qui, de toute façon, ne datait pas de 68, puis ça commence en 58. Franchement, 68, c'est un pivot avec des ailes. De 58 à 68, de 68, après, pendant 10 ans, c'est encore la fin de l'âge d'or. Mais on se prépare depuis 58. Et bien sûr que les jeunes de 68 sont des jeunes qui ont une expérience inouïe que n'ont plus les jeunes aujourd'hui. L'expérience des guerres,
permanente, un enchaînement de guerres, c'est-à-dire l'Indochine puis l'Algérie, Donc la mort. sans fin. Donc aussi un rapport qui était extrêmement vif et qui se manifestait justement par des manifestations permanentes à l'oppression de l'autre. Bon. Et les jeunes qui sont des gens à l'époque qui désirent être de leur temps, on veut les ramener en arrière de 100 ou 200 ans, toujours. Et les femmes? Et les femmes, ça c'est la grande question. Et voilà. les femmes. Alors à Nanterre, il y avait des étudiantes, bien sûr, que les étudiants ne devaient pas approcher, sauf dans des conditions de restriction absolue. Elles ont, en 68, 69, elles étaient dans le mouvement, mais exactement comme la cantinière dans La Chartreuse de Parme. Assignée toujours à des toujours. rôles d'accompagnatrice. Et en même temps, je dois dire une chose, c'est que pour la plupart, elles étaient, si je peux dire, résignées, assignées et résignées. Alors, elles étaient là, mais toujours au second rang. La japonaise, juste là derrière. Bon. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qui me faisait souffrir, qui m'énervait. Mais je dois dire aussi, parce que ça, j'y tiens beaucoup, c'est qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas solidaires des femmes. Sauf une minuscule minorité que moi, je n'ai pas connue, et qui s'est déjà faufilée en 68, avec le mouvement de libération des femmes, qui a été, à ce moment-là, dont le germe était là, avec Monique Wittig et Antoinette Fouque. Mais moi, je ne les ai pas connues, je les ai découvertes beaucoup plus tard. On évoque des revendications féministes aujourd'hui, en 2018, notamment dans le monde de la culture. Ouais, dans le domaine de la culture et Avec des arts, vous, il y a beaucoup de combats à mener parce que les déséquilibres sont réels et chiffrés. On peut en citer quelques-uns. Dans les musées, 85% des expositions sont consacrées à un homme. Dans les grands festivals de musique, 87% des groupes programmés sont composés exclusivement d'hommes. Et puis au cinéma, évidemment, c'est très frappant. En 70 ans, le festival de Cannes qui se déroule aujourd'hui a décerné une seule palme d'or à une femme. C'est ce qui a motivé notamment Jane Campion, et c'est ce qui a motivé notamment la demande d'instauration de quotas. On en parle beaucoup en ce moment et c'est très polémique. Personne n'arrive à se mettre d'accord là-dessus. Est-ce qu'il faut en passer par là, par les quotas et par la discrimination positive pour rééquilibrer un peu les rapports, que ce soit dans la culture, dans la politique ou dans l'économie ? C'est une bonne question que je me suis posée depuis très longtemps. En fait, ça fait 30 ou 40 ans que je me pose la question des quotas. Je sais que j'ai commencé par être contre les quotas en me disant que c'était aussi un masque. Bon, alors je ne pense plus ça. Je pense que malheureusement, l'expérience montre qu'il faut avoir une époque de quotas. Il ne faut pas l'installer, mais il faut forcer. Voilà. C'est une sorte de mal nécessaire temporaire. Ah oui, et malheureusement, on est obligé tout le temps de passer par des mesures de force, puisque ce que j'ai appris aussi, puisque dans les années 70, j'ai pensé, comme tout le monde, qu'on allait avancer, et d'ailleurs, on a avancé pendant quelques années, et c'était merveilleux. Puis ensuite, on s'aperçoit, et c'est l'expérience générale, ce n'est pas seulement notre siècle, ni le 20e, ni le 19e, ni le 22e siècle, c'est toujours la même chose, c'est qu'on avance, on recule aussitôt, c'est comme ça que l'histoire fonctionne. Et puis, je me suis dit, mais je suis naïve. Je croyais que je verrais des changements de mon vivant, alors que maintenant, je sais qu'il faut attendre 300 ans. Donc, il faudra les imposer. Mais absolument. Oui. Merci. 300 ans. Merci. 300 ans, mais nous serons là, nous sommes jeunes, nous sommes si jeunes. Merci Hélène Cixous. Je présente cet ouvrage que vous avez consacré à un artiste que vous aimez infiniment, car il pourrait dire comme vous, je suis inséparable, peut-être. Adel Abdessemed, Les Sans-Arches d'Adel Abdessemed, un grand dessinateur, sculpteur, un artiste protéiforme, un essai magnifique chez Gallimard, je crois, absolument, dans la collection Art et Artistes. Merci infiniment d'être venue Hélène Cixous, et puis il y aura un débat que vous regarderez peut-être en loge tout à l'heure. Alors que je dise quand même que Adel, c'est un combattant aussi. Oui. C'est un homme libre. Oui. Et c'est très important. Oui. Il est jeune, il est merveilleux, d'ailleurs ça se voit, et il rit toujours. Voilà, c'est un crieur et un rieur. Et il a l'Algérie en commun avec vous. Oui, mais l'Algérie à condition d'en sortir et de la porter plus loin. Comme vous. Merci Hélène Cixous. Place à notre débat avec vos enfants générationnellement 100 ans dans la matrice de mai 68, insurrection initiée par des hommes, beaucoup d'hommes. Il y avait pourtant cette fameuse émancipation des femmes. La révolution féministe est-elle achevée? Quels droits restent encore à conquérir? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. En mai 68, elles sont les petites mains de la révolte étudiante. Les femmes sont dans la rue, mais de mémoire de militantes, ce sont les hommes qui accaparent la parole. C'était plus la reproduction patriarcale, c'était l'oppression
par des jeunes hommes de notre âge. On n'était pas à égalité. Une prise de conscience qui donne naissance au début des années 70 au MLF, le mouvement de libération de la femme. Le MLF est issu de mai 68, mais en même temps est une rupture. Il a fallu que nous disions, écoutez les mecs, ça va, dans votre affaire de jouir sans entrave, de baiser tous azimuts, de faire ce qu'on veut avec son corps, c'est votre libération à vous d'hommes, c'est pas la libération des femmes. 50 ans après, le combat des femmes fait toujours la une. L'affaire Weinstein, qui a éclaté à Hollywood en octobre dernier, a même donné un nouveau souffle aux féministes. Le producteur Harvey Weinstein a été mis à la porte de sa propre société. Le début d'une mobilisation planétaire derrière le slogan MeToo, moi aussi. La lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles font l'unanimité, mais d'autres questions comme les mères porteuses et le voile font aujourd'hui débat au sein même des mouvements féministes. Alors la libération des femmes est-elle achevée? 50 ans après mai 68, les rapports hommes-femmes doivent-ils encore faire leur révolution? Vaste question, le débat sera ardent. Ludivine Bantigny, bonsoir. Vous êtes historienne et fréquemment clubiste avec nous le vendredi. Votre livre 1968, Deux grands soirs en petit matin, au seuil, le voici. Vous considérez, quant à cette question de la révolution des femmes, est-elle achevée ou non, que l'influence de mai 68 aura été plus forte pour les femmes que pour les hommes. Ces événements ont déclenché une prise de conscience et provoqué la vague de féminisme des années 70. À côté de vous, Bérénice Levet, bonsoir, vous êtes philosophe. Selon vous, Bérénice Levet, la libération des femmes est achevée en France et les inégalités hommes-femmes sont quasiment révolues. Le patriarcat ne se rencontre plus que dans les territoires perdus de la République. Enfin, Raphaël Liogier, bonsoir, vous êtes sociologue et philosophe. Votre livre qui vient de paraître il y a 2 mois aux éditions Les Liens qui libèrent, Descente au cœur du mal. Selon vous, Raphaël Liogier, face à l'autonomie conquise par les femmes, certains hommes sont perdus, ne savent plus où placer leur virilité, tandis que certains autres réagissent en prédateurs. On l'a vu notamment avec l'affaire Weinstein. On démarre avec une question d'un de nos internautes, spectateurs. Oui, un téléspectateur qui demande si on est passé de « je ne suis pas féministe mais » à « je suis féministe » et ça dit de manière assumée. Raphaël Liogier, je traduis un peu. Il y a une époque où on ne pouvait pas se revendiquer féministe, c'était un gros mot. Est-ce que ça a changé ? C'est-à-dire qu'il y a une époque, effectivement, où le fait de se dire féministe, ça voulait dire « je suis radical ». Donc on disait « je ne suis pas féministe ». Ça voulait dire non seulement « je suis radical », mais je suis pour une égalité qui ne soit pas une égalité dans la diversité. Parce que les femmes et les hommes existent dans leur diversité, mais que ce soit comme s'il fallait éliminer toutes les différences. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On voit bien que quand on parle de féminisme, on veut parler d'une égalité de fait, mais pas mais donc, en droit et de fait. Se dire féministe, ce n'est pas s'exposer à des critiques, à des menaces. Encore pour certaines personnes, si, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui disent ça et qui disent, par exemple, il y a une critique qui est faite du féminisme américain qui aurait trop influencé la société américaine vers des formes de ségrégation hommes-femmes, le féminisme à la Judith Butler, c'est ça que vous voulez dire? Oui, pas même plus, même un féminisme au concret, même un féminisme qui s'exprimerait d'une façon négative dans le droit. Non, mais moi, ce qui me surprend, c'est que je ne vois pas, en revanche, comment on pourrait oser actuellement, dans le contexte qui est le nôtre, dire que nous ne sommes pas féministes. Moi, justement, je ne me dis pas féministe. Ça semble, à ce moment-là, être contre les femmes, contre l'égalité des sexes. Donc, au contraire, c'est une injonction. Être féministe. Vivons le féminisme comme une injonction de la bien-pensance. Ah oui, vous savez, vous le déplorez, déjà dans les Levet. années 60, quand François Truffaut sort le film L'homme qui aimait les femmes, il parle déjà d'une atmosphère servilement féministe. Moi, il me semble que c'est plus encore vrai pour aujourd'hui. On évoque mai 68, est-ce qu'on peut revenir à mai 68 pour essayer de comprendre comment cette révolte des sages furieux, comme dirait Hélène Sixou, et des jeunes artaud, a été la matrice quand même de la révolution féministe, alors qu'au départ, c'était des gauchos, machos et phallos, comme on disait. Comme il y a 10, essentiellement. Il y a 10 millions de personnes qui font grève en 1968. 68, c'est ça, c'est une grève générale avec des occupations d'usines, de bureaux, de magasins, etc.
Et donc, parmi ces 10 millions, avait des il y a femmes. certainement des machistes. Et en effet, le virilisme est très prégnant. Et en même temps, il y a beaucoup de femmes. Des femmes qui occupent leurs bureaux, qui occupent les grands magasins, des ouvrières des usines textiles. Voilà, elles sont très présentes, très agissantes. Elles sont bras dessus, bras dessous, souvent même dans les services d'ordre des manifestations. Simplement, la grande contradiction ou la limite de 68 qui fera prendre conscience à un certain nombre de femmes qu'il faut aller plus loin, c'est que les leaders sont tous des hommes et non seulement ce sont des hommes, mais ils ne se posent même pas la question de n'être que des hommes et même pas d'ailleurs trop la question de la légitimité à être des leaders. Donc c'est là la contradiction de 68, que les femmes sont très présentes, elles sont actives et travaillent dans la grève en fait, vraiment, elles élaborent des plateformes d'émancipation elles le font collective. humblement en fait. Humblement et souvent, Pas dans la lumière. alors soit elles prennent la parole, mais alors, on le voit par exemple dans les rapports de police, elles sont toujours considérées comme des mégères, des passionnariats. Voilà. Donc il y a toujours l'idée que la femme n'a pas de légitimité à prendre la parole dans l'espace public, à s'approprier la chose politique. Et en même temps, parfois, elles-mêmes, pour des raisons sociales et politiques évidentes, elles incorporent l'idée qu'elles parleront peut-être moins bien que les hommes, etc. Et elles ont intériorisé les stéréotypes. Voilà, et c'est ça qui va donner la prise de conscience de la nécessité de prendre la parole comme femme, y compris dans des cadres parfois non mixtes, pour se retrouver. Et se regrouper, voilà, et et parler de sujets qui sont difficiles à aborder parfois en présence d'hommes, pour mieux ensuite prendre cette parole politique en mixité. Mais Elisabeth parlait en première partie du succès des commémorations de l'anniversaire de mai 60 dans l'opinion. En revanche, pas de commémoration officielle par l'État, par Emmanuel Macron lui-même. Bérénice Levet, est-ce que ce n'est pas aussi une question, ça? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a du mal aussi plus haut niveau de l'État de considérer que ça pouvait être un mouvement émancipateur et de le célébrer aujourd'hui? Non, je ne pense pas, mais le célébrer supposerait quand même d'en voir aussi toutes les ambivalences, parce que au fondement de mai 68, il y a aussi l'émancipation et la promotion plutôt de l'individu, détaché de tout ancrage, de tout héritage. Mais quand Nicolas Sarkozy, rappelez-vous, disait il faut liquider l'héritage de mai 68, est-ce que vous n'y avez pas vu aussi une part de ce féminisme un peu trop prégnant tout d'un coup dans cette société? Non, de toute façon, on ne pourrait pas dire ça pour Emmanuel Macron, puisqu'il a déclaré que son quinquennat serait consacré à l'égalité des hommes et des femmes. Donc, non, je ne le pense pas. En revanche, nécessairement, il y aurait un droit d'inventaire à établir. Donc, En fait, je pense qu'il faut surtout travailler empiriquement, historiquement sur cet événement pour essayer de récuser des clichés qui sont vraiment des contresens historiques sur la question, par exemple, de l'individualisme qui serait une conséquence de 68. Mais c'est archi faux parce qu'il n'y a rien de plus collectif, de fonder sur les solidarités, de fonder sur la nécessité de décloisonner les mondes sociaux, de travailler. On voit des solidarités entre Français, étrangers, étudiants, ouvriers, paysans. C'est ça 68. C'est avant il y a tout ça, peut-être. Et donc mais dire que ça serait de l'individualisme. On va revenir au aux femmes. Il y a aussi les mots d'ordre de mai 68, que ce soit jouir sans entrave. Non, mais ça, c'est un slogan. Alors, justement, il y a aussi, oui, mais dans toutes les tendances qu'il y a en mai 68, celle qui va qui va émerger, c'est alors, celle-ci. vous faites bien d'évoquer ce jouissez sans entrave, puisqu'on a vu tout à l'heure dans le reportage une historienne et une militante de 68 dire, Raphaël Liogier, jouissez sans entrave, on disait c'est bien les mecs, mais nous, ça ne nous concerne pas uniquement ou exclusivement. Est-ce qu'il y a eu certaines femmes, est-ce que mai 68 et cette révolution sexuelle concernaient les hommes au premier chef? Ou a pu concerner au premier chef les hommes? Ça a concerné aussi les hommes, puisque c'était une révolution qui touchait la question des mœurs et des corps. Parce que si on compare, puisqu'on parle de révolution, on compare la révolution 1789 avec mai 68, il y a un point commun. Le point commun, c'est que dans les deux cas, les femmes se sont investies massivement, et dans les deux cas, quelque part, elles ont été flouées. Et c'est le cas, ça a été le cas, je pense, en mai 68, ça a été le cas évidemment en 1789. Maintenant, pour faire la différence, 1789, c'est la révolution qui se base sur les droits, l'idée des droits subjectifs, l'égalité en droit. Et mai 68, c'est la révolution, mais qui se base plutôt sur les corps, c'est-à-dire sur les mœurs, sur l'égalité dans les comportements, dans les mœurs, dans tout ça. Et donc, ça concerne les hommes, évidemment, mais quand même, au premier chef, ça concerne les femmes, puisque c'est les femmes qui étaient contraintes le plus dans leur corps. Est-ce que ces femmes ont été les perdantes de cette libération sexuelle? Je ne pense pas qu'elles ont été perdantes, essentiellement, mais qu'elles ont été flouées pour une raison.
c'est que l'idée d'une liberté sexuelle, si on parle de liberté sexuelle, la liberté sexuelle, ça suppose l'autonomie, mais une autonomie qui est déjà une autonomie économique. Comme les femmes n'avaient pas à l'époque obtenu l'autonomie économique, elles ne pouvaient pas, en quelque sorte, jouir au sens pas seulement physique, mais jouir de leurs droits et de cette liberté sexuelle. Alors que les hommes, eux, oui, alors que les hommes, décalage. et dans un sens, les hommes en ont profité pour justifier des comportements qui pouvaient être des comportements de prédateurs, parce qu'eux, ils n'avaient pas le problème d'autonomie. Ludivine Dantigny, est-ce que vous pensez que le mouvement MeToo, c'est véritablement l'aboutissement aujourd'hui de mai 68, 50 ans plus tard, et en même temps, juste quand même, de manière sémantique, on est passé en France de balance ton corps à MeToo. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de politiquement correct à ne pas utiliser ce mot-là aujourd'hui, plutôt que MeToo, qui est peut-être un peu plus édulcoré? Il y a plusieurs strates dans vos questionnements, mais déjà, je pense que ce qu'il faut bien souligner, c'est qu'on ne peut pas réduire un événement de cette ampleur à un slogan. Voilà. Jouissance sans entrave, c'est un slogan sur un mur. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que 68 en effet, porte une aspiration à se libérer des carcans vraiment étouffants et écrasants de cette société à l'époque. Et de ce point de vue, même si la question de la sexualité n'est pas véritablement posée en enjeu en 68, dans le sillage de l'événement, il va y avoir une véritable émancipation dont les femmes ont aussi heureusement bénéficié parce qu'elles ont été des actrices, notamment par le fait que désormais il y a globalement un alignement des pratiques sexuelles des femmes et des hommes. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rappeler qu'avant 68, il y avait une double morale sexuée et sexuelle qui faisait que les femmes devaient arriver vierges au mariage, ou en tout cas que c'était quand même prôné, que leur sexualité était davantage taboue, davantage interdite. Mais il y a quand même toutes les années 60 qui précèdent. Il y a la question de la contraception, mais justement la question de la contraception, puis plus tard la question de l'avortement. Comment se libérer justement de tous ces interdits qui pesaient largement sur la sexualité, mais beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes, parce que la précocité de la sexualité pour les jeunes hommes, elle était très valorisée. Elle était valorisée et valorisante. Les femmes devaient se préserver pour leur futur. Bérénice Levet ? Je ne réduis pas mai 68 à un slogan, mais mai 68 qui est foisonnant d'inspiration, celle qui va quand même l'emporter, c'est précisément celle de l'individualisme et même de l'atomisation des de quoi? Mais de l'individu, qui va se détacher de tout corps qui le transcende, que ce soit justement la nation, l'histoire qui nous précède. J'aimerais bien répondre à votre question, sur la question de MeToo et mai 68. Parce que moi, je suis persuadé effectivement que MeToo, c'est l'aboutissement de mai 68. Mais l'aboutissement de l'essence même de mai 68... La libération de la parole ? Plus que ça, la libération, puisqu'on parle de jouissance, c'est un terme complexe, la jouissance. Parce que la jouissance, c'est à la fois la jouissance au sens de son corps, au sens de l'orgasme physique, et l'orgasme physique des femmes est un tabou depuis des millénaires, le désir féminin en général, mais aussi la jouissance au sens civil du terme, jouir des objets. Et c'est pour ça que les femmes ont été privées de la jouissance au sens général, jouissance des droits civiques, jouissance de leur corps à la base. Parler comme un notaire. Non, mais au sens notarié aussi. C'est une sorte de réappropriation. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un processus depuis 2 siècles qui a commencé en spirale par la jouissance du droit, et là ça a été très long à obtenir pour les femmes. Ensuite, l'application de ce droit, c'est-à-dire la jouissance économique, l'autonomie économique, et maintenant on en est à la jouissance du corps, parce que la première souveraineté, c'est sur le corps. Et c'est ça, le message de MeToo. Et le message de MeToo, ce n'est pas seulement le fait de reconnaître à une femme que puisqu'elle est souveraine sur son corps, elle peut dire non. Ce qu'on oublie, parce qu'on en parle beaucoup moins, c'est de dire oui, et de dire oui tout de suite, sans que le regard de l'homme soit dégradé. Et ça, c'est la véritable égalité. Si on n'a pas cette égalité qui est en fait la réciprocité, on n'a pas de vraie égalité. Alors, précisément, face à cette égalité des sexes et à cette réciprocité, certains hommes se raidissent, sans mauvais jeu de mots, et tombent dans un masculinisme légèrement délirant. Leur idole s'appelle Éric Zemmour. Thibault Neuf lui apprend la galanterie de manière drôlatique. Regardez. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Si le féminisme est une guérilla permanente, son pire ennemi est un fils à maman. Alors faut-il offrir un collier de nouilles à Éric Zemmour. Éric Zemmour est un journaliste, passé polémiste multimédia et essayiste tête de gondole. Un chevènementiste passé à droite de Marine Le Pen. Sa polarité 2 fois négative repousse immigrés et femmes. Lui, français juif berbère, dont la maman faisait le silence pour qu'il révise son bac. Maman, je t'entends respirer. Tu vas me faire rater ma vie. Je suis dans le placard, mon petit baklava. Voilà. Ricky a grandi en banlieue et à la Goutte d'Or, quartier parisien d'immigrés, élevé à coups de ceinturon par un paternel qui parlait arabe dans les troquets du coin. Depuis, il a raté l'ENA, mais réussi dans le commerce d'élucubration phallocrate, où faire le mal, c'est bien. Je suis un mâle blanc, hétérosexuel, occidental, et je domine parce que je suis fait pour ça.
mon petit baklava, ton poulet, avec 1 ou 2 oignons dans le cul. Maman! Le cavalieret du 8e arrondissement pérore sur l'homme vrai, qui préfère prendre les femmes sans les comprendre, plutôt que les comprendre sans les prendre. Ou De Gaulle, dernier homme avant les ados féminisés. Il signe aussi le manifeste « Touche pas à ma pute ». Ce qui est beau dans ce slogan, c'est la dichotomie entre ma, déterminant possessif, de droite, qui achoppe sur pute, la femme publique, de gauche. Sinon, je mets des olives. Si la France crève, c'est son diagnostic, c'est la faute à mai 68 et toutes ces nouveautés, dont le féminisme qui détruit la famille occidentale. Éric vomit Hélène et les garçons, ou Mon fils ma bataille de Balavoine, agent de la féminisation de la société. Et il corrèle hashtag balance ton porc à hashtag dénonce ton juif. Mais le point G n'est pas le point Godwin. Merci Thibault Nolte. Raphaël Liogier, face à l'autonomie conquise, face précisément à cette égalité, il y a la peur chez certains mâles, comme vous le dites, et un excès de virilisme, voire même ça peut déboucher sur la prédation. C'est ça que vous dénoncez ? En fait, pour moi, c'était vraiment le cœur du mal, le cœur de l'idée même d'écrire mon livre. C'est que, en fait, c'est une révolution anthropologique à laquelle on fait face aujourd'hui. C'est-à-dire une révolution dans la relation elle-même. Donc la relation, ça veut dire que les deux sont impliqués. Mais ça fait quand même 15 000 ans que ça dure. Moi, ce qui est remis en cause, c'est ce que j'appelle le capitalisme sexuel, c'est-à-dire le fait que les femmes soient considérées dans le regard des hommes comme ce que les économistes appellent un bien fongible, c'est-à-dire qui s'userait à l'usage. D'où la virginité. Mais non, mais je suis désolé. Ils seraient dépossédés de quoi, les hommes? Justement, les masculinistes ont peur et de la ça. virilité se construit par cette idée de possession. Je suis désolé, Weinstein, c'est très exactement ça. Et c'est très exactement ça qui est remis en cause. C'est pas la vérité des Quelle hommes, vérité? Weinstein, c'est tout. C'est la vérité de la structure du regard des hommes aujourd'hui. Vous êtes contre une généralisation. C'est pas de la généralisation. Puisque l'on parle de mai 68, qu'est-ce qui se passe en mai 68? C'est quand même précisément le moment où tout ce qui incarne le patriarcat est mis à bas. La notion de virilité, me dites pas qu'elle est aussi puissante qu'elle a pu l'être à une époque. Et en plus, c'est juste la plus grande inégalité de l'histoire de l'humanité. Je veux bien qu'on raille Éric Zemmour, je n'entends pas le défendre. Je raille personne. Non, mais peu importe par rapport à l'élément qui a été diffusé. Mais il faut quand même rappeler une chose par rapport à la notion de virilité, parce que là, on caricature la notion de virilité. C'est quand même aussi un idéal de fermeté d'âme. C'est aussi un idéal de civilisation. Même et donc, étymologique vertu. Donc, justement, moi, je pense qu'il ne s'agit pas de dévaloriser la virilité parce que les hommes ont à se construire par rapport à un modèle qui est autre que le modèle féminin. Et alors, à ce moment-là, on les abandonne. Et oui, parce que sinon, les jeunes gens d'aujourd'hui, on les abandonne à un seul modèle de virilité, précisément celui qu'ils ont dans le rap, qu'ils ont même dans certains jeux vidéo. Là, je suis vraiment pas compétente. Est-ce que le patriarcat, c'est fini, selon vous? Oui, Il n'y a plus de domination masculine aujourd'hui? Non, en tout cas, la notion de patriarcat, avec ce que cela implique comme structure sociétale, oui, le patriarcat n'existe plus. Ça, effectivement. Après, même la notion de domination, et comme vous le disiez, si patriarcat il y a encore, c'est précisément par l'arrivée de mœurs qui nous sont étrangères. Moi, j'ai rien dit. Donc, je vous citais vous-même. Pardonnez-moi, Bérénice. Je n'entraîne absolument pas dans ma tête. Mais en revanche, si vous voulez, si patriarcat il y a, c'est là qu'il faut que nous soyons et que les féministes... C'est importé. Alors, exactement, d'importation. Est-ce aussi simple le chiffre du jour? Eh bien justement, c'est pas sur sûr l'égalité. avec ce chiffre L'égalité de n'est pas acquise. 93. Les femmes consacrent chaque jour 93 minutes, 1h30 de plus que les hommes aux tâches domestiques. Alors ça a baissé, certes, mais c'est surtout parce que les femmes ont diminué leur temps dévolu à la maison. Alors est-ce que, Ludivine Mantini, pourquoi on n'est pas allé plus vite, plus loin dans cette égalité-là? Je rejoins Raphaël Liogier sur le fait qu'il y a vraiment une révolution anthropologique qui est en cours grâce aux luttes des femmes et des hommes aussi. Et le féminisme, c'est une émancipation pour tous et toutes, vraiment. Je pense que c'est pas uniquement une émancipation pour les femmes, parce que les hommes peuvent aussi se délester des injonctions à tenir tel ou tel rôle. C'est l'égalité. Je pense, c'est l'égalité, c'est vraiment l'égalité, et qui nécessite d'avoir une pensée d'égalité beaucoup plus générale, et notamment contre tous les racismes, et notamment contre d'autres formes d'exploitation qui sont des exploitations sociales, parce que les femmes
femmes. Vous parlez du travail domestique, mais je pense qu'il faut aussi citer les femmes souvent invisibles, mais qui sont les plus précarisées, les plus soumises au licenciement abusif, celles qui travaillent dans les conditions les plus souvent indignes et qui relèvent la tête bien souvent. Il suffit de penser aux femmes de chambre des hôtels qui ont fait des grèves incroyables, des femmes d'honnêtes, de ces entreprises de nettoyage notamment. Là, je pense aussi aux caissières de Lidl. Il y a eu une grande grève et elles ont gagné. Elles luttent et vraiment. Et là, pour le coup, même si le patriarcat a pris du plomb dans l'aile grâce justement à tous ces mouvements d'émancipation, ce n'est pas fini. Il demeure extrêmement dominant dans les structures de travail, en particulier ceux-là. Ludivine Bantini, autre combat, un combat qui concerne la Constitution française. On peut se demander si la Constitution française œuvre suffisamment en faveur de l'égalité. En tout cas, à l'origine, pas franchement. On se souvient tous que pendant la Révolution française, Olympe de Gouges avait rédigé sa fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'était resté totalement lettre morte. Voilà. Et il a fallu attendre 1946 pour que l'article 3 stipule que la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Aujourd'hui, on est en 2018 et la Constitution, telle qu'on la lit aujourd'hui, elle continue d'escamoter les droits des femmes. En tout cas, c'est l'avis du Haut Conseil à l'égalité qui a livré il y a un mois à peu près 9 recommandations. Ça vous agace, Bérénice Levy? Oui, énormément. J'ai étudié ce 9 texte. Recommandations pour modifier le texte de la Constitution, pour garantir davantage d'égalité. Parmi ces recommandations, gravées dans le marbre, le droit à l'avortement, le droit à une vie sans violence sexuelle et sexiste. Il voudrait également changer le langage de la Constitution dans un sens plus égalitaire, écrire droit humain au lieu de droits de l'homme. C'est ce que font beaucoup de pays francophones d'ailleurs. Oui, mais je sais, Citoyennes c'est et notre citoyens, force, justement, nous n'avons pas... utiliser le point médian, c'est certaines de leurs recommandations. En tout cas, ils appellent également à s'interroger, c'est intéressant, sur la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Ils proposent de réfléchir et ils proposent de remplacer ce dernier mot par adelphité ou solidarité. Qu'est-ce qui vous embête déjà dans tout ça? Alors d'abord, on rompt avec notre idée républicaine de l'universalité, puisque une de leurs propositions, c'est de substituer à ce mot de citoyen avec sa valeur générique, qui comprend les femmes, et bien de le remplacer par citoyen et citoyenne. Bon, donc là, l'universalité serait dans la masculinité, c'est ça que je ne comprends pas. Mais parce que le masculin incarne, dans le genre masculin, et pas le masculin, le genre masculin incarne le... Donc ça, c'est tout le débat sur le langage inclusif. Exactement. Et le changer attenterait à cette fameuse... Mais oui, parce que ça implique, si vous voulez, cette écriture inclusive, elle trompe sur son sens fondamental. C'est qu'au contraire, loin d'inclure, elle pose comme deux espèces séparées les hommes et les femmes. Donc, mais c'est une seule de ces propositions. Bon, par ailleurs, graver dans le marbre le droit à l'IVG, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut le faire, selon vous? Oui, en revanche, cette question, je n'y ai pas réfléchi, mais je ne suis pas sûre qu'on ait à spécifier des droits qui soient attachés à l'un et l'autre sexe. Je ne suis pas certaine que l'on doive penser la Constitution. Je veux dire juste une chose, parce qu'on avait Hélène Sixou juste avant dans cette émission. Hélène Sixou, elle s'est battue pour montrer aussi que la langue avait un sexe. Et donc la langue a effectivement un sexe, mais il y a une universalité qui est une universalité abstraite, et il faut qu'elle soit là, c'est vraiment une université, j'allais dire, potentielle. Et puis il y a l'universalité concrète, et je crois qu'aujourd'hui dans la langue... Exactement, et aujourd'hui la langue est encore porteuse effectivement du sexe masculin à un certain niveau, et donc je crois qu'il faut dépasser ça. Auprès des enfants notamment, c'est ce qui peut imprimer des schémas... Une multitude de choses. Quand on dit qu'on possède une femme, pour dire qu'on fait l'amour avec une femme, je suis désolé, c'est quand même le sexe de la langue et ce sexe de la possession et du patriarcat. C'est une forme qui révèle cet inconscient anthropologique que nous devrions dépasser. On pénètre à la... Oui, à condition, en effet, de ne pas déconnecter le combat pour l'égalité dans la langue de tous les combats pour ces égalités. Et donc, ne pas dissocier ces combats. Et la langue est historiquement située, elle évolue, et heureusement, c'est ce qui fait sa richesse. On va vers l'universalité de cette manière. Merci. On va vers l'universalité, vers la séparation. Tous les trois. Merci, je vais vous séparer. Merci à tous les trois. Dans un instant, l'Europe et le Périgord noir. Erasmus va voir son budget doublé par la Commission européenne. Bon. Et la belle et bonne ville de Sarlat est obligée de trouver 220 noms de rue en 2 semaines. Bon. Avec messieurs Mauduit et Saltiel, ce sont leurs miscellanées, en quelque sorte. Mais d'abord des intox. Ce soir, les Black Blocs qui n'appartiennent pas vraiment à l'extrême droite. Regardez, le point sur cette question.
Les Black Blocs sont-ils d'extrême droite? La question a agité les commentateurs suite aux dégradations qui ont eu lieu en tête de cortège le 1er mai pour la fête du travail. Surtout après un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui dénonçait les insupportables violences contre la manifestation du 1er mai, sans doute des bandes d'extrême droite. Le leader de la France Insoumise, qui avait sans doute réagi un peu vite, est revenu sur cette déclaration sur BFM TV en concédant avoir vu, une fois arrivé à la manifestation, qu'il s'agissait d'autre chose. La certitude, c'est que les Black Blocs n'ont strictement rien à voir avec l'extrême droite. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'on puisse les classer à l'extrême gauche de manière évidente. En fait, si les Black Blocs sont volontiers qualifiés par le ministère de l'Intérieur de militants d'ultra-gauche ou d'anarcho-autonomes, eux se considèrent comme n'étant ni de droite ni de gauche, rejetant dans sa globalité le système politique et ne se reconnaissant pas plus chez les insoumis qu'au PS. D'où vient le terme? Les premiers rassemblements de Black Blocs sont apparus sous ce nom en Allemagne dans les années 80. Le mode opératoire des Black Blocs, selon les chercheurs, s'est ensuite diffusé à travers le réseau de la contre-culture punk et d'extrême ou d'ultra-gauche. Même si leur thème, les violences policières, l'état répressif, le sort réservé aux sans-papiers ou encore l'anticapitalisme sont proches de ceux de l'extrême gauche, les Black Blocs ne sont pas si simples à placer sur l'échiquier politique pour la simple et bonne raison que l'échiquier politique, ils n'en veulent pas. Bien vu des intox. Qu'est-ce qu'il y a? Ah rien, bonheur d'être Je sais là. pas, gigotage, Ah bah oui. euphorie. Envie de vous raconter des histoires. Envie de nous raconter des histoires concernant la jeunesse européenne, qui a des sous en plus. Paraît-il. Alors, c'est qui? C'est Pas Bruxelles. encore. La Commission européenne a proposé de doter un peu plus le programme absolument merveilleux qui a permis à toutes sortes de gens de faire des découvertes incroyables. Erasmus. La mobilité totale. Bon, ça vous a rappelé que la mobilité, elle existait. Confère la littérature anglaise, par exemple. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient, nos amis? Le Grand Tour. Le Grand Tour, c'est en Ouais. 1749. L'écrivain irlandais Thomas Nugent publie à Londres un ouvrage destiné à un succès énorme intitulé The Grand Tour. Oui, parce que T'adores le faire. On dirait Churchill. Il parle anglais, j'entends le Churchill. Non, mais voilà, c'était l'expression Ouais. utilisée par les Anglais. Absolument. le Les Grand Byron Tour. et autres. Voilà, Thomas Nugent, il propose la description des villes, des lieux remarquables dans toute l'Europe, de la France à la Russie, de la Hollande à l'Italie. Et en écrivant Beaucoup son ouvrage, l'Italie. à l'Italie, Ah ouais. Beaucoup énormément l'Italie, l'Italie. ouais. Oui, il sait qu'il s'adresse à un lectorat avide de ce genre de littérature. C'est la jeunesse dorée, les rejetons de l'aristocratie, quelques artistes aussi, qui partent comme ça sillonner toute l'Europe pour parfaire leur formation, surtout une formation seule, affranchie de l'université, affranchie d'un précepteur. Ce sont les Anglais qui ont lancé le mouvement au XVIe siècle, qui connaît un gros succès au XVIIe, au XVIIIe, ça dure encore jusqu'au XIXe siècle. C'est très simple le Grand Tour, c'est un passage obligé, c'est quelque chose d'initiatique. On part avec un ou deux copains, toujours un bonheur d'échanger avec des potes comme ça. Une bourse pleine. On voyage, on voit du pays, on voyage dans toute l'Europe. Alors, en réalité, ce grand tour n'est pas simplement une école de la vie. Vous voyez, le truc du genre, les voyages forment la jeunesse, tout ça. Bon. Non, c'est beaucoup plus fort. Cette pratique aristocratique renforce la cohésion des élites dans toute l'Europe et surtout ce grand tour est l'occasion de se créer des réseaux. Et puis, il y a un autre élément qui explique ce succès tellement fort du grand tour pour la jeunesse européenne pendant des siècles, c'est que pour beaucoup, c'est l'occasion de se déniaiser. Bah oui, on y vient. J'osais pas le dire. On comprend le sens profond de « j'ai fait le grand tour ». Le grand tour de mon... Voilà, oui, jouir sans entrave, un vrai plaisir. Non, juste pour finir, je vous disais, les voyages forment la jeunesse. On est tous d'accord là-dessus. Mais les voyages forment aussi autre chose. Les voyages forment des coupes de cheveux assez ahurissantes. Voyage, voyage. On s'en lasse pas, désirless. Dieu me tripote. Alors, faisons un grand tour en Dordogne, à Sarlat. À Sarlat, oui. Arrêtons-nous à Sarlat. Où les habitants de Sarlat battent le pavé pour chercher le nom à leur rue restée anonyme. Et ils ont intérêt à avoir de l'imagination car ils doivent en trouver plus de 200. Mais pourquoi À cause de la fibre optique. L'arrivée imminente de la fibre optique qui impose aux rues qui ne sont pas encore baptisées de trouver enfin un nom pour que les habitants, les résidents puissent enfin être raccordés au très haut débit. Du coup, comment on fait? Ils Ils n'ont pas le choix, ils sont raccordés, c'est la modernité. À Sarlat, on plombe
plonge dans la modernité, Le progrès tellement est moderne imposé. d'ailleurs que cette consultation se fait via Internet. Et s'ils veulent pas Internet aussi par courrier. S'ils veulent pas Internet, ils quittent Sarlat. Sarlat, c'est l'avenir. Sarlat, c'est le futur. Alors, donc cette grande consultation a été lancée. Alors, il y a déjà quelques noms qui se dégagent, comme celui du colonel Arnaud Beltrame, notre dernier héros national. Et puis aussi, pour faire écho un petit peu à votre débat du soir, Simone Veil, Simone de Beauvoir, Joséphine Baker tiennent aussi la corde. D'ailleurs, les Sarladais ont l'occasion là, de féminiser un petit peu notre espace public, puisque vous le savez, un seul 6% à l'échelle nationale des rues sont portées par des femmes. Ça fait pas BZF. Et puis, trouver un nom de rue, ça peut aussi être un combat politique. L'association de défense des animaux PETA fait une suggestion, la rue du faux gras, pour dénoncer la souffrance animale des oies dans la confection de Sarlat, la spécialité régionale, le foie gras. Alors, vous savez ce que c'est le faux gras? Le faux gras, c'est l'alternative végétale du foie gras. Et d'ailleurs, l'association promet une tartine de faux gras à chaque résident de la rue si l'idée est retenue. Vous l'avez compris, même les pots de vin sont autorisés. Alors, ce grand baptême de Sarlat n'intéresse pas que nous, mais aussi l'international, puisque le compte Twitter de la ville déclare avoir reçu une suggestion venue du consulat d'Afrique du Sud. Oui, voilà donc la lettre. Quant à la proposition, elle reste toujours classée secret défense. Pour terminer, je m'y suis mis aussi. J'ai proposé un nom, celui d'une grande journaliste du paysage audiovisuel français. Denise Fabre. Une certaine Elisabeth Kerr. Mais oui, et j'encourage d'ailleurs solennellement tous les Denise Glaser, s'il vous plaît. Moi, je mise sur Elisabeth Kerr. J'encourage tous les spectateurs à voter pour Elisabeth Kerr dès maintenant. Elisabeth de Fontenay, qui n'aimait pas le foie gras, qui n'aime pas le foie gras. Qu'un 28 rue Elisabeth Quint, ça sonnerait bien. Alors, à vos claviers, vous avez 15 jours. Sarlat, Arte, il n'y a pas un peu l'anagramme de Arte dans Sarlat? Bon, allez. Et s'ils ne veulent pas Twitter? Bon, merci mes amis. À suivre sur l'antenne d'Arte Chérie ce soir, un suspense torride, impossible, avec une nouvelle série australienne, Les 7 vérités, un thriller qui explore la complexité des relations humaines. Et on s'y connaît, nous. Et on se quitte avec Anne Sylvestre, La vaisselle. C'était par rapport à notre débat, bien sûr. Un clin d'œil, évidemment. À demain. Anne Sylvestre. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde.